Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 90, oui, tu viens de m'abuser, oui. On se rapproche bientôt des 100 épisodes, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des épisodes du Texama Show, donc ça devrait se fêter d'une manière ou d'une autre, je suppose. Bref, du coup, on va commencer avec les news tech de la semaine, news tech en tout genre de la semaine. Vous avez de toute façon le titre qui résume un petit peu, donc lien, évidemment, vous avez dans la description la table de matière avec aussi des liens vers des articles en général si vous voulez lire un petit peu par vous-même. Ok, alors première news, c'est au niveau de la PlayStation 5. On a eu quelques infos. En réalité, c'est une news qui date de la semaine dernière, mais j'ai oublié. Je sais pas pourquoi j'ai oublié d'en parler. Je me suis dit, ah, il faut qu'on. Il y a un sujet plutôt intéressant. C'était justement. Je vais pas vous dire en mode, ouais, elle va être trop bien ou autre chose. Moi, je vais vous parler d'un aspect que je pense pas beaucoup de publications ont dû parler et que peut-être vous avez vu si vous êtes fan de Sony ou que vous êtes peut-être fan de Microsoft et que vous êtes quand même intéressé parce que ça, le truc c'est les specs de la PlayStation 5, la Xbox, la prochaine Xbox sera en partie similaire forcément. Donc c'est un sujet plutôt intéressant pour je pense les deux camps parce qu'il y a forcément la petite guéguerre. Même si selon moi on est tous gamers et on devrait tous profiter des jeux vidéo et en point c'est tout. Mais bon, il y a un sujet intéressant, c'est justement, ils en parlent, donc il y a 3 points qui a été avancé, donc pas avant 2020, rétrocompatibilité avec la PS4 et composants boostés. J'ai envie de dire, oui, ça c'est peut-être normal, c'est genre, hey, on a sorti le nouvel iPhone X26S, il est moins puissant. Ouais, je sais pas pourquoi il est moins puissant. Non, ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais, bref. Euh, le sujet intéressant selon moi, c'est la rétrocompatibilité, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais la PlayStation 4 et la Xbox One sont basiquement des PC. En gros, ils prennent des composants de PC et juste les adaptent un petit peu. Peut-être qu'ils ont une meilleure fréquence ou un truc qu'ils font aussi, c'est que le GPU et le CPU partagent la même mémoire. Alors que d'habitude, dans un PC traditionnel, ben, le CPU a sa mémoire, le GPU a sa mémoire. Parce que là, c'est un APU vraiment qu'ils utilisent. Donc un APU, c'est CPU et GPU ensemble. Ça s'appelle un APU. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que la PlayStation 4 et la Xbox One sont vraiment basiquement des PC. C'est bon qu'elles sont verrouillées, les deux consoles, mais vous pourriez certainement, et c'est techniquement le cas avec la Xbox One, installer Windows dessus et juste faire tourner des jeux ou autre chose. Euh, L'avantage d'avoir évidemment cette console, c'est que, ben, comme avec la Xbox One, ça te fait tourner une version modifiée de Windows 10 en fait. Donc c'est un Windows 10 juste avec une interface pure pour le gaming. C'est-à-dire qu'ils ont retiré tout ce qui sert normalement à faire tourner les vieilles applications, par exemple, justement, que vous trouvez sur Windows. Donc, ils ont retiré tout le système 32, que ça s'appelle, qui permettrait d'installer les vieilles applications Windows en .exe, mais ils ont toujours la nouvelle partie de Windows 10, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très facile pour Microsoft de porter leurs jeux vers PC, parce que c'est le même système d'exploitation. Ça utilise tous les deux DirectX, qui est l'API de Microsoft pour faire développer développer tout ce qui est au niveau graphique, au niveau des jeux. Donc ouais, c'est vraiment, c'est très proche d'un PC. Les seules différences au final, c'est juste des personnalisations. Vous voyez, genre, mais comme j'ai dit, vous ne pouvez pas vraiment acheter le CPU qu'il y a dans la Xbox One ou dans la PlayStation 4, parce que déjà, c'est un CPU qui n'existe même plus sur le marché des PC. Genre, il a été remplacé par quelque chose de mieux. La carte graphique, techniquement, vous pouvez l'acheter parce que c'est techniquement, en tout cas sur la dernière Xbox One X, en tout cas, c'est une RX 580, mais qui ressemble à une RX 590. Donc ça vous permet de vous situer au niveau partie graphique, justement. Et ça, c'était d'ailleurs, à l'époque, c'était assez nouveau, parce que les anciennes consoles, la PlayStation 3 par exemple, utilisaient un processeur genre que vous ne retrouviez pas du tout dans un PC fixe. Et c'est pour ça qu'il était très compliqué à travailler avec. Donc là, c'est vraiment du matériel qui ressemble énormément à un PC. Donc la rétrocompatibilité, elle est juste logique parce que la PlayStation 5, quand elle sortira, ce sera certainement, à mon avis, à coup sûr une puce AMD de nouvelle génération avec plus de puissance graphique, peut-être un nouveau processeur Ryzen cette fois-ci, qui sera encore plus puissant aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui sont justement sur PlayStation et aussi sur Xbox, parce qu'à mon avis, ça va être très similaire. AMD, si vous ne savez pas, AMD fournit tout hein, pour ce soit Sony ou Microsoft. C'est-à-dire que eux, ils sont sur le côté du match. Hein. Vous voyez, il y a Sony et Microsoft qui se battent là, et qui se boxent. Et vous avez AMD qui est sur le côté en train de manger du popcorn parce que lui, il gagne. Eux, ils gagnent. Peu importe qui gagne, ils gagnent. C'est vraiment ça. Donc ouais, il y a de fortes chances que ce soit du AMD hein, pour la prochaine génération. Je veux dire,
AMD reste beaucoup moins cher que Nvidia et Intel. Ils peuvent fournir une solution toute faite. Genre, il y a le processeur et le GPU ensemble. Et en plus, avec la sortie de Ryzen et tout ça, ils ont une très bonne offre qui serait très bonne pour justement les PS5 et Xbox 2. Je sais pas comment ils vont l'appeler. Bref. Donc la rétrocompatibilité est juste logique en fait. Comme je le dis, c'est des PC. Et maintenant, en fait, ils ont la bordure entre console et PC va devenir de plus en plus floue, surtout avec Microsoft. Moi, je prédis que, à force, je pense que les consoles de salon vont disparaître petit à petit. Et je pense que Microsoft a un avantage, c'est qu'il pourrait sortir un PC qui a un mode jeu. Oui, vraiment, il pourrait avoir... Ok, vous installez Windows 10 version je ne sais combien, parce qu'il ne compte certainement pas faire un Windows 11, pour information, il continue d'update Windows 10. Donc, ils sortent Windows 10, version je ne sais pas combien, et genre, vous appuyez sur un bouton, et ça fait un peu comme avec Steam, ou autre chose, ça fait un mode Big Picture, genre c'est une interface que vous pouvez contrôler à la manette, et genre, ça coupe tout le reste du système d'exploitation derrière. Ça garde que la partie pour les jeux vidéo, pour faire tourner des jeux vidéo. Et ça, je le prédis, ça va arriver. Je suis sûr et certain qu'un jour, ils vont faire ça. C'est même sûr à 100%, surtout s'ils veulent unifier les deux marchés. Et le jour où ils feront ça, ben, ils auront la possibilité de faire des jeux PC. Enfin, ils auront tout le catalogue de jeux PC sur leur, techniquement, console, parce qu'ils pourront sortir une Xbox qui est basiquement un PC derrière ou autre chose. Donc ouais, ça pourrait être très intéressant. Bon, évidemment, Sony, eux, ils sont un petit peu plus fermés hein, d'esprit, genre surtout au niveau du multijoueur. Et je pense que Sony devra arrêter d'être aussi têtu à ce niveau-là. Mais bon, dans tous les cas, oui, ce sera basiquement des PC qui seront certainement, oui, très puissants. Et d'ailleurs, il en parle un petit peu, oui, que ce sera une puce AMD certainement gravée en 7 nanomètres. Ça semble logique. Ryzen devrait sortir cette année-ci. Si le développement de la PlayStation 5 n'est pas encore fini, il y a de fortes chances que ce soit sur la dernière génération de Ryzen, certainement avec une puce Vega, ou peut-être Navi, peut-être, ce serait bien. Il parlait aussi qu'elle aurait certainement un SSD. M'étonne pas vraiment, vous pouvez trouver maintenant des SSD d'1 Tera pour une centaine d'euros. Et ça, c'est le prix public. Si vous êtes Sony et que vous arrivez près d'un constructeur SSD, vous êtes en mode « Hey, j'aimerais en acheter 10 millions ». Évidemment, le constructeur de SSD va te faire « Je vais te faire un prix. Je vais te le faire moins cher. » Du coup, oui, ça m'étonne vraiment pas. Il pourrait sans problème avoir des SSD de 500 Go, ce serait déjà pas mal, mais 1 Tera, il pourrait le faire sans problème. Surtout d'ici à la sortie, ça va continuer de baisser en prix, donc ouais. Ouais, voilà, c'est les informations. C'est plutôt intéressant, évidemment, c'est pas pour tout le monde les consoles, mais moi je trouve que c'est un sujet plutôt intéressant. Ensuite, GTX 1650 qui est sorti, vous avez vu ma vidéo certainement sur le sujet. Si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voulez pas la voir, je vous la résume très très vite. La GTX 1650, contrairement à ce qu'on croyait, est moins puissante qu'une RX 570, donc c'est une carte, je vais être très honnête, décevante. Le seul point positif qu'elle a pour elle, c'est qu'elle ne consomme pas beaucoup d'électricité. Si vous prenez un des modèles qui n'a pas un port d'alimentation en plus, parce qu'il y en a plein qui rajoutent un port d'alimentation en plus, donc ça casse le seul intérêt de cette carte. Donc si vous êtes en mode, j'ai besoin d'une petite carte qui consomme 75 watts maximum, il n'y a pas besoin d'alimentation en plus, donc je peux utiliser une bête alimentation de 300 watts, même 250 watts, ce serait une carte pour vous. Pour tout le reste du monde, donc à peu près n'importe qui veut juste jouer avec son PC ou autre chose, prenez une RX 570 qui sera moins chère, ou alors prenez une RX 580 qui commence à être vraiment pas chère aussi, donc ouais. Ça veut dire aussi que je devrais certainement faire mon guide d'achat de cartes graphiques, parce que ben, il y a à peu près toutes les cartes qui devaient sortir qui sont sorties, donc ça peut être intéressant de le refaire pour bien guider les gens, pour que vous sachiez un peu quoi prendre. En plus, les prix ont évolué, certaines cartes sont montées, certaines cartes sont descendues et tout ça, donc ouais. Dans tous les cas, ouais. Cette carte est décevante, vous ne devrez probablement pas l'acheter. En plus, la version mobile est plus puissante que la version PC fixe, je ne comprends pas. Je parle de la version d'ailleurs PC fixe depuis tout à l'heure. La version mobile, on ne sait pas encore ce que ça donne. Normalement, elle devrait être plus intéressante parce que déjà, il n'y a aucune concurrence d'AMD sur mobile pratiquement. Et que ben, un PC portable a besoin justement... Un PC portable, c'est bien quand ça ne consomme pas beaucoup. Donc là, c'est là où ça pourrait vraiment tirer son épingle du jeu. Mais... on verra ce que ça donnera, évidemment. Donc, en attendant, moi, je vous dirais, attendez des reviews de cette carte sur mobile. Et pour la version PC fixe, la prenez pas par pitié. Ah, d'ailleurs, petite update de news, d'ailleurs, par rapport à ça. C'est même pire, en fait, que ce que vous pensez. Toutes les cartes de la série, donc 1600 ED,
sont basés sur Turing. Turing, c'est la nouvelle architecture de NVIDIA qui est aussi sur les RTX. La seule différence avec les RTX, c'est que une partie du GPU n'a pas toute la partie avec les Tensor Core et tout ce qui est un petit peu intelligence artificielle, vous voyez. Mais il y a quand même genre le vrai GPU Turing qui a plus de performance dans certains jeux qui l'exploitent correctement, et aussi l'encodeur NVIDIA de nouvelle génération qui a dans Turing est plutôt pas mal. Sauf que sur la GTX 1650, il n'y est pas. Donc en plus de l'avoir castré au niveau performance, en plus de l'avoir mis à un prix irraisonnable selon moi, juste en plus d'avoir fait tout ça, ils sont même pas foutus de mettre la seule truc où vous êtes en mode hey, ça pourrait être intéressant de juste acheter cette carte pour faire un mini PC de stream. Ça pourrait être plutôt intéressant. Mais là non, même pas. Juste sert à rien. Sert à rien. C'est décevant. Moi je dis c'est vraiment décevant. Il y avait aussi un autre petit truc, je sais plus, un autre truc où vous êtes en mode juste la cerise sur le gâteau pourri, parce que c'est vraiment ça. Mais ouais, non, c'est vraiment ça. Aussi le fait qu'ils ont pas sorti les pilotes dès la sortie de la carte graphique, et que du coup ils ont fait exprès que les gens ne sachent pas à la sortie ce qu'elle donnait niveau performance. Je veux dire, c'était juste genre, c'était n'importe quoi ce lancement de carte graphique. Donc je vous le dis vraiment, ne l'achetez pas. Ne l'achetez vraiment pas, à part si vous avez ce cas très particulier. Et encore, comme je dis, il n'y a pas le meilleur encodeur de vidéo qui est pourtant si intéressant. Et ensuite, une petite news un petit peu au niveau FR, techniquement. Bon, c'est sur un site anglais, mais c'est pas grave. Si vous ne savez pas, le gouvernement français a sa propre application maintenant de messagerie qui s'appelle, voilà, Chap. Oui, bref. Donc c'est un peu pour permettre en fait à tous ceux qui travaillent dans le gouvernement, qui ont une adresse mail du gouvernement, hein, de chatter entre eux. Donc, visiblement, le but ici derrière, c'est d'éviter que les gens du gouvernement discutent entre eux facilement via Facebook ou autre chose. Là, au moins, ils peuvent discuter facilement à travers une application officielle où c'est quand même sécurisé. Sécurisé. Vous allez le voir justement, le sujet de la news. Et voilà. Genre, les intentions, moi je trouve ça même assez moderne de faire un truc comme ça. Je trouve ça... C'est pas une mauvaise idée, en fait, honnêtement. Le seul problème, c'est qu'il y avait un bug dans l'application qui permettait à n'importe qui de rejoindre le chat apparemment de l'Elysée. Donc ça, c'était... voilà, c'était un petit peu problème. En gros, il y avait des problèmes où on pouvait usurper des droits et tout ça, et juste rentrer dans des chats qu'on n'avait pas le droit. Donc ouais, vous pouvez aller dans le chat de l'Elysée, voilà, et dire, ils le font exprès, ils le disent. Je suis le président. Donc ouais. Ouais, visiblement, ils vont vite corriger le problème et tout ça, mais ouais, c'est quand même un petit peu stupide. Dans tous les cas, ouais, je voulais juste en parler parce que je trouvais ça marrant. Ensuite, un sujet moins marrant pour Samsung en tout cas. On revient sur la Galaxy Fold. Il y a plus sur cette histoire. La sortie va être retardée. Donc ça, on s'y attendait un petit peu, genre, il y avait d'énormes problèmes avec. Donc elle va être retardée. Ils vont retravailler certainement dessus. En plus, depuis, il y a plus d'informations, notamment il y a eu un démontage par iFixit qui n'est plus disponible sur leur site d'ailleurs, parce que Samsung leur a demandé de le retirer. Ouais. Et on apprend que des choses, je suis en mode, mais vous êtes sérieux là? Pourquoi vous avez fait ça? Premièrement, vous voyez le truc, le bord de l'écran là? Ça, c'est du plastique en fait. Moi, je croyais que c'était réellement genre un bord peut-être en verre ou autre chose, parce que au final, ce bord-là n'arrive pas, vous voyez, il n'arrive pas là où ça se plie, il s'arrête avant que ça se plie. Donc je me suis dit, ils vont mettre un matériau solide pour que l'écran soit plus solide ou autre chose. Non, non, c'est du plastique. Et le problème, c'est que comme il y a une fin à ce truc, vous voyez, il y a une bordure, il y a une fin, quoi, ici. Mais le problème, c'est que il suffit que juste ça s'accroche une fois quelque part et l'adhésif va petit à petit s'enlever et genre ça va s'enlever en fait. Et apparemment l'adhésif n'est même pas très résistant et il suffirait juste, voilà, s'il y a un objet qui se met au mauvais endroit, pouf, ça c'est parti et ça se soulève comme ça. Et le problème, c'est dès que ça s'est enlevé, il n'y a aucune protection. Genre l'écran peut sortir de lui-même, limite. Donc ouais, assez étrange. Je suppose qu'il y a des raisons pour certains choix dans leur design. Clairement, hein, je veux dire, outre ça, c'est d'un point de vue technologie, c'est remarquable, hein, il faut vraiment le dire. Surtout la charnière, apparemment, qui est hyper impressionnante. Il y avait une vidéo sur le truc, mais évidemment, là, voilà d'ailleurs la charnière. Évidemment,
le truc a été retiré d'IFixit, donc j'ai jamais pu voir la vidéo, donc je suis triste. Parce qu'apparemment, voir la charnière en fonctionnement, ça montre à quel point c'est hyper bien designé. Mais à côté de ça, un truc pareil, je suis juste en mode, mais... S'il n'y a pas la technologie pour empêcher d'utiliser ça, selon moi, ils auraient juste pas dû le sortir, en fait. C'est vraiment ça. Et selon moi, je comprends pas pourquoi ils n'auraient pas pu mettre un bord avec un matériau plus résistant, peut-être du métal, ou du métal qui est vissé par l'intérieur du téléphone aux extrémités pour pas qu'il se soulève d'un coup aussi. Je comprends pas. Ou en tout cas du verre ou quelque chose de plus résistant, quoi. Je ne comprends pas, en fait. Je comprends vraiment pas. Parce que selon moi, c'est pas une partie pliable. Après, évidemment, je suis pas ingénieur chez Samsung, donc voilà. L'écran en plastique, par contre, ça, c'est sûr que c'est inévitable, hein, parce que le verre, ça se plie pas. Mais juste cette bordure en plastique le long de l'écran, c'est juste genre... J'ai du mal à comprendre pourquoi elle existe, en fait. Surtout sur un téléphone. Je veux dire, il coûte 2000 €. Il coûte 2000 €. Quitte à faire un téléphone à 2000 €, t'es en mode, bon, allez, fuck it, on fait un truc overkill niveau design, quoi. Mais non, même pas. Ils ont essayé de cheap sur certains trucs, j'ai l'impression. Ou alors peut-être que c'était peut-être que oui, c'était la solution qui leur permettait de fabriquer suffisamment de téléphones, parce que peut-être s'ils mettaient un bord en métal ou en verre, ben, le processus de construction était trop compliqué, ils n'arrivaient plus à sortir de téléphone assez vite des usines. Je sais pas. Dans tous les cas, c'est regrettable. Et je suppose que ce téléphone, quand il va ressortir, ne sera peut-être plus le même. Je dirais même, si vous êtes Samsung, honnêtement, faites un redesign complet. Enfin, pas un redesign complet, mais juste refaites un téléphone différent. Parce que déjà, beaucoup de gens se sont moqués de cette énorme notch sur le côté, qui est franchement ridicule, on va être très honnête. Donc ouais, ce serait peut-être l'occasion de un petit peu le redesigner par-ci par-là pour corriger les problèmes de design que les gens avaient avec. Par contre, ouais, l'écran plastique, bonne chance. Hein. Et enfin, petite dernière news, un peu en rapport avec la PlayStation 5, en quelque sorte. Ben, c'est au niveau de cette Switch, Switch Mini ou Switch, je sais pas comment elle va s'appeler, qui devrait sortir vers juin. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que personnellement j'aime assez bien la Switch. Franchement, je trouve que c'est une console vraiment moderne, même si c'est pas la plus puissante, clairement. Genre Nintendo n'a pas hésité à être cheap là-dessus, mais ça reste quand même une console assez intéressante et elle utilise aussi un écran purement de plastique comme le Galaxy Fold, ma foi. Ça c'est le truc un peu marrant. Qu'est-ce qu'il y a en commun avec une Nintendo Switch et une Galaxy Fold? Tous les deux utilisent un écran assez large et tous les deux utilisent un écran en plastique. Bref. Dans tous les cas, je trouve que c'est une console assez intéressante. Donc, voir une version mini ou autre chose moins chère, ça peut être très intéressant pour les gens qui ont des enfants parce que les enfants, des fois, ça casse des appareils et tout ça. Donc, ça peut être bien d'avoir une console qui coûte moins cher. Comme ça, c'est moins grave s'il arrive quelque chose et certainement mieux conçu pour résister à des enfants. Ce serait, genre, je pense, un point positif. Il y a aussi apparemment une version plus puissante qui devrait sortir. Ça, je serais très intéressé aussi, personnellement. Parce que ben, je trouve que la Nintendo Switch est bien, mais une version un peu plus puissante qui arrive à tourner en 1080p, ce serait génial. Et surtout qu'il y a moyen de la faire. Donc, ouais. Surtout depuis sa sortie, la puce qui est dedans, d'ailleurs, ça utilise autre... on a vu justement la news sur la PlayStation 5 et là je vous disais que c'était comme des PC. Ici c'est techniquement aussi comme un PC mais plus comme un PC qui tourne sur des processeurs ARM. Donc c'est ce que vous avez dans les téléphones en fait, dans les téléphones, les tablettes. Et c'est ce que ça utilise, c'est un processeur ARM avec une partie graphique de Nvidia cette fois-ci. Donc oui, c'est pas AMD pour une fois, ma foi. C'est un peu étonnant mais bon. Enfin, c'est étonnant mais pas si étonnant parce que AMD n'a pas vraiment de puce ARM très performante, alors qu'NVIDIA en avait une pas mal. Mais c'est juste que depuis sa sortie, en fait, cette puce est plutôt dépassée, en fait. Elle est pas... En fait, le processus de gravure est assez vieux, donc elle chauffe plus qu'est-ce que devrait. Et en plus, elle pourrait être plus puissante, en fait, pour ce qu'elle consomme d'électricité. Clairement, un Snapdragon 855 la défonce, hein, pour information. Donc ouais, ce serait bien d'avoir justement une version plus puissante avec une puce update qui consomme finalement qui consommerait la même chose mais qui serait aussi plus performante. Donc ouais, par pitié Nintendo, arrêtez d'être cheap parce que Nintendo ils aiment bien, genre par exemple avec la Nintendo 3DS ils étaient en mode on va utiliser un vieux processeur de 2008 parce que c'était vraiment un processeur designé en 2008 dans la dernière Nintendo 3DS, hein, je déconne même pas. Bref, voilà, c'est tout sur cette news. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. Je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le bouton rejoindre maintenant.
Vous pouvez juste prendre un petit abonnement récurrent par mois. C'est 4,99 €, 70% par chez moi, 30% chez YouTube. Pour information, c'est un split assez traditionnel dans l'industrie. Ça vous donne un petit emoji qui sera visible dans les commentaires, même des vidéos. Et aussi, vous avez un petit symbole et puis vous avez un emoji de moi en mode « Hey !» Enfin, je sais pas si vous pouvez vraiment l'utiliser dans tous les commentaires, mais ça peut être sympa. Ça permet vraiment de soutenir la chaîne directement et moi, je peux mettre en mode « Ok, ben, si il y a suffisamment de personnes qui prennent un sponsor, ou ça s'appelle une subscription. Vous êtes membre en fait de la chaîne quand vous prenez ça. Donc on va dire que c'est des membres. Voilà. C'est plus simple de dire comme ça. Donc si vous êtes membre sur la chaîne, ben moi je suis en mode ok. Ça permet d'avoir des revenus plus stables et d'être en mode ok, je vais pouvoir investir peut-être dans un meilleur éclairage. Je vais pouvoir investir dans certains trucs qui me permettent de faire une vidéo et que je ne peux pas trouver d'une manière ou d'une autre. Par exemple, un truc. Les tables de bench, des fois, je ne peux pas avoir tous les composants auprès des marques ou autre chose pour tester des choses, voyez, ou des appareils de test. Par exemple, il faudra un appareil pour tester le son qui sort d'un PC. Ce genre de choses, ça sert toujours. Du coup, merci d'avance si vous soutenez la chaîne de cette manière-là. Après, évidemment, totalement libre. Je tiens à préciser que vous pouvez utiliser votre solde Google Play pour payer cet abonnement. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé de le prendre chaque mois. Vous pouvez juste en prendre un de temps en temps. Si vous êtes en mode « Ah, j'utilise AdBlock. Je vais juste le prendre un mois pour soutenir Aurélien. » Et puis, voilà. Ce serait déjà franchement formidable. Merci d'avance à ceux qui le font. Et vous aussi, vous avez Utip. Je ne le mets pas assez en avant, Utip, mais il est dans chaque description. Utip, c'est juste un site, vous allez... D'ailleurs, on peut même... on va aller cliquer sur la dernière vidéo sur comment streamer des jeux vidéo. J'espère que vous l'avez bien apprécié, d'ailleurs. Vous allez dans la description, vous allez le bouton soutenir la chaîne. Alors c'est au nom de mon autre chaîne Aurélien Sama, mais ça soutient aussi bien, je veux dire, ça me permet de me soutenir, donc ne vous inquiétez pas. Alors leur site a un petit peu du mal ces derniers temps, j'ai l'impression. Ah là, vient de charger. Donc vous voyez, le principe c'est que vous avez un bouton regarder une pub, vous regardez une pub de 30 secondes, c'est souvent des pubs assez qualitatives, genre Netflix et tout ça, et au bout de cette pub, vous vous faites gagner 5 centimes. Ça peut paraître dérisoire, mais je peux vous jurer que ça va très vite. Ça va très très vite. Là, vous voyez, il y a 1400 personnes qui l'ont regardé et ça a généré 191 €. 1400 personnes, c'est pas genre si énorme, vous voyez. C'est pas genre, ça pourrait être même au final depuis le début du mois, aussi bien c'était juste 100 personnes chaque jour qui en regardaient une. Et vous êtes beaucoup plus nombreux à regarder les vidéos. Donc ça peut être une très bonne manière de soutenir. Donc là, j'avais mis notamment un objectif c'est un objectif réel. C'est vraiment si j'atteins 2000, je serai réellement 100% indépendant de YouTube. J'aurai pas besoin des pubs YouTube pour information, pour faire mes deux chaînes à la fois. Vous avez aussi les Fire Tips R. C'est pas mal intéressant ça en réalité. C'est genre vous prenez un abonnement par mois. Mais vous définissez, vous dites, je veux 5 € ou 4 €, et puis après vous êtes en mode, je veux qu'1 € aille à Aurélien, je veux que 2 € aille à Roi Louis, 1 € aille à tel créateur, et vous pouvez définir un petit peu votre partage, comme ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Je trouve même que YouTube devrait faire ça. Et puis vous avez aussi le paiement direct, mais ça, voilà, c'est à vous de voir. Moi je vous dis, regardez des pubs, c'est simple, c'est efficace, vous prenez juste le réflexe de le faire une fois de temps en temps, surtout si, moi je comprendrais parfaitement. Moi aussi, des fois, les pubs YouTube, je les déteste assez bien. Si vous pouvez être en mode... Parce que vraiment, c'est le cas. Hein, vous regardez une pub sur Utip par semaine, ça rapporte plus d'argent que de regarder des pubs YouTube toute la semaine. C'est pour dire. Hein. Donc, si vous êtes en mode, j'utilise AdBlock parce que j'aime pas avoir des pubs tout le temps, là, vous pouvez être en mode, je regarde juste une pub, et puis après, j'utilise AdBlock le reste de la semaine. Personnellement, je serais... Personnellement, je ferais même le même genre de solution si j'avais d'autres youtubeurs que je suis qui avaient aussi un Utip ou autre chose. Donc ouais, à vous de voir. Merci à tous de regarder. Dans tous les cas, ce Texama Show, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 99 et puis semaine d'après pour l'épisode 100. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, pouce bleu, pouce rouge, commentaire, vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!